Merci Suzanne Georges d'avoir accepté de venir à Villeurbanne à la demande d'Attaque Fraude et des Amis du monde diplomatique de Lyon. Et nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir pour cette rencontre débat. Quelques mots rapides pour vous présenter. Donc, vous êtes fondatrice du Transnational Institute, excusez l'accent, d'Amsterdam, dont vous êtes la présidente du conseil, et d'Attaque, dont vous êtes présidente d'honneur. Militante altermondialiste de longue date et auteure de nombreux ouvrages et articles sur ces questions, vous avez coordonné l'ensemble des mouvements français contre l'AMI, l'accord multilatéral sur les investissements, le dangereux précédent sur ce traité transatlantique en cours de négociation et qui a été abandonné à l'époque sous la pression populaire, tout comme l'ASLEA, la zone de libre-échange des Amériques, et d'autres traités internationaux l'ont également été dans le passé. Pour cette version modifiée et aggravée de l'AMI, l'enjeu est de taille. Face à la volonté des multinationales et de leurs complices politiques de contraindre les États à plier leur législation respective aux normes du libre-échange édictées par et pour les grandes entreprises états-uniennes et européennes, sous peine de sanctions commerciales et éventuellement de pénalités financières. Sous le contenu de ce traité, on peut voir se dessiner un empire économique capable de dicter ses conditions et se constituant comme une sorte de gouvernement supranational régi par les règles du libre-échange et du profit maximal au seul bénéfice des multinationales. Les succès passés contre l'AMI et l'ASLEA et les autres traités internationaux de commerce viennent nous rappeler que sortir ces négociations et leur contenu du secret âprement défendu qui les entoure est fondamental. Et la rencontre débat de ce soir constitue une étape de dévoilement de ce traité transatlantique. Je laisse maintenant la parole à Suzanne Georges. Merci beaucoup. Je vais prendre ce micro. Bon, écoutez, je suis très honorée. J'aime beaucoup la ville de Lyon. Villeurbanne, je ne connais pas bien, mais je sais que les Lyonnais sont des gens qui se battent. Je sais que les Lyonnais sont des gens sérieux. Et je suis ravie que vous soyez aussi nombreux parce que je compte sur vous tous. Nous avons devant nous une vraie grande bataille à mener. Et il faudrait que chacun devienne le pédagogue, l'ambassadeur, la personne qui avertit les autres. Parce qu'il y a vraiment un blackout dans les médias, on n'en parle pas, et je vais essayer de vous donner à la fois le contenu de cet instrument et les moyens de l'exposer, et j'espère de le battre, parce que c'est ce qui nous est arrivé, à part le changement climatique, de plus grave, je dirais, depuis une bonne vingtaine d'années. Je n'ai pas été vraiment la seule coordinatrice contre l'AMI, mais j'ai beaucoup travaillé là-dessus, et c'est vrai parce que c'était l'engagement citoyen qui a permis de faire la défaite de cet instrument-là. Certains d'entre vous se souviennent, je pense, de cette campagne en 97 et 98. Attaque n'était pas encore formée, ou juste à la fin de cette campagne, mais à l'époque, c'était Lionel Jospin qui était le Premier ministre. Et je crois qu'il a décidé qu'il n'avait pas besoin de ça. Et j'espère que peut-être, avec un gouvernement socialiste en France qui n'a vraiment pas besoin de ça, ça peut être un autre facteur dans une victoire. Et je vous dis tout de suite la conclusion. Il ne faut pas essayer de changer telle provision ou l'article 12 ou quoi que ce soit comme ça. Il faut se lever de la table
et dire adieu. Nous n'allons pas nous engager dans cet instrument, que moi j'appelle, comme les Américains, le TTIP, qui veut dire Transatlantic Trade and Investment Partnership, le partenariat transatlantique pour le commerce et l'investissement, ce qui fait un acronyme en français dont je ne me souviens jamais, et attaque, je crois, à raison d'appeler ça le TAFTA. TAFTA, T-A-F-T-A, pour deux raisons. D'une part, parce que les Américains n'aiment pas du tout qu'on l'appelle comme ça, c'est déjà une excellente raison. Et d'autre part, parce que ça rappelle le NAFTA, autrement dit l'ALENA en français, l'accord de libre-échange de l'Amérique du Nord, du Nord d'Amérique. ALENA, qui donne en anglais la NAFTA, North American Free Trade Agreement, entre le Mexique, le Canada et les USA, sur lequel on a fait le même type de propagande. On a dit, c'était à l'époque, c'était Clinton, et les négociations se poursuivaient entre 1992 et 2014, quand c'était finalement d'accord, et ils ont signé. Et Clinton avait promis, j'ai les chiffres, je vais vous les dire, que les emplois créés seraient d'au moins 200 000. Aussitôt, les États-Unis ont perdu 680 000 emplois. C'était pareil pour les exportations. Les exportations ont diminué. Le Mexique, qui a été donc le partenaire dans cette ALENA le moins fort, enfin le moins riche, avec une classe de pauvres très, très nombreuse, le Mexique a perdu plus d'1 million d'emplois, surtout dans la petite agriculture, parce que naturellement, les produits agricoles américains venaient inonder le marché mexicain et ça a ruiné beaucoup de personnes qui avaient profité de la loi révolutionnaire qui donnait de la terre aux paysans. Et le Mexique a perdu non seulement des emplois, mais toute une capacité de négocier avec le gouvernement qui n'est jamais vraiment revenu. Alors, cette TAFTA, on va l'appeler comme ça parce que c'est l'appellation d'attaque, c'est plus facile pour moi que de chercher P, C, T, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que c'est exactement? Et d'où ça vient? Ben, ça vient de loin. Ça vient de 1995, donc avant l'AMI, l'accord multilatéral sur l'investissement, quand des gens, je dois dire, très prévoyants des affaires, des entreprises transnationales, de part et d'autre de l'Atlantique, se sont dit il nous faudrait un instrument d'échange qui nous permettrait d'avoir nos économies beaucoup plus unies entre les États-Unis et l'Europe. Alors que l'Europe n'était pas encore aussi, enfin les pays européens n'étaient pas encore aussi nombreux, déjà ils pensaient à ça. Et ils ont inventé un instrument qui s'appelait le Transatlantic Business Dialogue, le dialogue des affaires transatlantiques en 1995. Et 70 ou 80 très grandes transnationales de part et d'autre commençaient à se réunir régulièrement pour parler non pas tellement de commerce, mais pour parler surtout de régulation. Et ils avaient des comités dans tous les domaines, dans toutes les branches de l'industrie, pour dire voilà ce qui nous embête. Moi, de mon côté, français ou européen, les États-Unis disent voilà ce qui nous embête. Et ils ont dressé un cahier des charges pour un futur traité. Cette transatlantique, ce TABD, donc ce dialogue transatlantique, a continué à fonctionner et a fait un peu sa mue il y a 4 ou 5 ans, quand il est devenu le Transatlantic, le Conseil, le Council
Transatlantic Economic Council, qui se vante d'avoir maintenant, pour la première fois, une véritable influence, je cite, sur la politique des États-Unis et de l'Europe. Parce que voilà, je vous cite ce qu'ils veulent. L'intégration économique transatlantique. Je cite toujours, nous voulons réduire les régulations pour donner plus de pouvoir au secteur privé. Nous sommes un corps politique, une institution politique pour accélérer la coopération de gouvernement à gouvernement. Et il n'hésite même pas à dire, nous avons l'intention maintenant d'influencer la politique de part et d'autre de l'Atlantique. Ce n'est pas modeste, hein, ces ambitions. Et c'est dirigé par des gens qui sont triés sur le volet, qui sont de hauts fonctionnaires ou d'anciens hauts fonctionnaires, mais aussi avocats, et aussi des gens qui vont obéir à qui? Mais ils vont obéir en Europe à l'ERT, la table ronde des industriels européens, qui est 50 transnationales, les plus grosses sociétés de l'Europe, et qui est très très proche de la Commission, et l'autre organisation des affaires en Europe qui s'appelle Business Europe, en un seul mot, et qui a été autrefois dirigée par notre très cher Antoine Seghers, et qui maintenant est dirigé par quelqu'un qui n'a pas un nom similaire, mais qui est aussi bien dans ce milieu des affaires, et ils prétendent aussi représenter les petites et moyennes entreprises en Europe. Ils sont plus publics, ils ont une façade plus publique que l'ERT. Et du côté américain, c'est la Chambre de commerce américaine qui a d'ailleurs dépensé depuis quelques années $1 milliard en lobbying, et aussi leur équivalent de Business Europe, qui est la table ronde du business américain. Voilà. Voilà les maîtres du jeu et ceux qui dirigent ce Transatlantic Economic Council sont des servants de ces gens-là qui ont préparé de longue main le contenu de ce traité dont on va discuter. Alors, les principales choses. Ne vous fiez pas à ce titre que donnent les Américains, qui est en anglais, je vous l'ai dit, partenariat sur le commerce et l'investissement. Il s'agit relativement peu du commerce, sauf dans quelques domaines, par exemple l'agriculture et les véhicules. Pourquoi ce n'est pas sur le commerce? Mais parce que les tarifs douaniers sont déjà très réduits entre les deux continents. C'est déjà de l'ordre de, en moyenne, 2-3%. Il n'y a que ces deux secteurs où c'est plus élevé, mais ça n'est pas sur le commerce, ou si c'était sur le commerce, on pourrait faire ça avec des négociations beaucoup plus modestes pour dire, bon, on pourrait peut-être réduire de 3 à 2 ou de 3 à 1, mais il ne s'agit pas de ça. Et ça n'est pas tellement sur l'investissement non plus, parce qu'il y a maintenant quelques 2,5 trilliards de dollars investis de part et d'autre par le continent opposé, et il n'y a pas vraiment un débat sur la protection de l'investissement. Ça se passe plutôt bien. Enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas lu des projets de discuter sur la protection de l'investissement parce qu'il y avait des violations tout le temps des droits des investisseurs. Donc, je crois que c'est déjà pas du tout honnête de l'appeler de cette façon-là. Il s'agit beaucoup plus de régulation, et je vais revenir là-dessus
Mais d'abord, je voudrais vous dire, comme il y aura beaucoup de mauvaises nouvelles ce soir, et je vous en ai déjà donné quelques-unes, c'est quelque chose, je crois, qu'on peut vraiment gagner. Parce que c'est comme l'ami, quand les gens comprennent, quand on pourra forcer les médias à en parler, beaucoup plus qu'ils ne le font maintenant, quand les gens apprennent tout le contenu de ces traités, ils disent « c'est pas possible, pourquoi on n'en sait rien, pourquoi on n'a pas discuté ça avec nous avant, pourquoi on est comme ça ignorant, pourquoi il n'y a pas de publicité, c'est épouvantable, ça va m'affecter moi dans des quantités de domaines, dans ce que je mange, dans ce que les médicaments que je peux prendre, le job que j'aurai demain, etc., etc. C'est vraiment de cette nature et on peut vraiment faire un très bon chemin ensemble, mais il faut le faire vite et il faut le faire en connaissance de cause. Alors je vais essayer de vous donner les éléments, parce qu'il s'agit d'une charte de liberté pour les très grandes affaires. Voilà de quoi il s'agit. C'est une charte de liberté. Quand on négociait, par exemple, d'autres traités bilatéraux, on vient de signer un avec le Canada, par exemple, mais avant cela, c'était, par exemple, pour l'OMC, pour l'Organisation mondiale du commerce, les négociations commerciales étaient toujours faites entre les porte-parole d'un côté et de l'autre, mais c'était tous les pays européens qui étaient à la table. Depuis le traité de Lisbonne, c'est la Commission européenne qui négocie pour tout le monde. Donc la France a sa place pour signer le mandat, ou pour dire je ne veux plus de ce mandat, mais n'a pas une place à la table, pas plus que l'Allemagne ou que tout autre pays européen. C'est le commissaire Karel de Gucht, néolibéral vraiment convaincu, qui est à la tête de ces négociations, et c'est l'Europe qui les mène. Et si bien que l'Europe a fait le mandat pour lui-même, l'a envoyé à tous les pays membres en leur demandant de signer, ce qu'ils ont fait comme un seul homme. Et puis ça, c'est le mandat sur lequel les négociations se poursuivent. Alors, la deuxième chose, c'est que je ne peux pas tout vous dire parce que le texte de ce traité est secret. On n'a pas accès au texte. Donc, on compte soit sur les fuites, il y en a eu quelques-unes, ou on compte sur ce que l'Europe en a dit elle-même. Excusez-moi. Mais l'Europe ne dit pas grand-chose parce qu'elle a conservé le secret. Je crois que pour la Commission, le mieux c'était de ne pas en parler. Maintenant, on commence à en parler un peu et elle panique. Elle panique et elle a envoyé un communiqué à tous les gens de la Commission et de la direction du commerce pour dire voilà, on va gérer, c'est leur mot, manage, on va gérer cette histoire avec deux maîtres mots qui seront l'emploi et les gains. Emploi et... Pardon. Oui, c'est ça. Les emplois et les exportations. Et ils ont fait faire une étude par un think tank, une boîte à idées, qu'ils appellent indépendant, mais quand on regarde qui est vraiment actif dans cette boîte à idées, on constate que c'est financé par les entreprises, c'est financé, c'est aussi tout à fait néolibéral. Cette institution, enfin, ce comité à Londres, cette boîte à idées, dit que chaque famille européenne de 4 personnes
va avoir, grâce à ce traité, 545 € par an de plus. C'est précis. Les études plus sérieuses disent que ça sera bien le Pérou si chacun a 1 centime au bout de 10 ans. Et ça sera plus comme l'ALENA, comme la NAFTA, comme d'autres traités bilatéraux. Voilà ce que je voulais dire. On va gérer la transparence, gérer les stakeholders, c'est-à-dire les partis pris, mot que je déteste, que je ne vais pas expliquer pourquoi, parce qu'on y sera encore à 10 h du soir, mais ils vont gérer les parties prenantes, les médias et la transparence pour donner la croissance et les emplois. C'est un néo-familier, n'est-ce pas? La croissance, on attend Godot et on attend la croissance et alors, que dire? Nous allons être assujettis, si cela passe dans l'état actuel, à tellement de contraintes qu'on sait à peine où commencer. Mais commençons par l'agriculture. Si on baisse réellement les tarifs, les droits de douane sur les produits agricoles, ça veut dire que les exportations vont arriver massivement des États-Unis et qu'une bonne partie des agriculteurs, et surtout les petits agriculteurs et les gens qui appartiennent à la Confédération paysanne, par exemple, seront éliminés. Ce sera des gens qui gagnent, seront les grands céréaliers de la Beauce, parce qu'eux pourront faire des exportations. Ce sera des fermes 1000 vaches. Ce sera les très gros. Mais les petits ne seront pas en mesure de survivre par rapport aux très gros agriculteurs, sauf les producteurs de spécialité qui seront, parce que les Français aiment bien manger correctement et achèteront toujours les produits qu'ils connaissent. Et je ne dis pas que tout le monde sera éliminé, mais à moins d'avoir une spécialité, si vous êtes simplement quelqu'un qui a quelques hectares de maïs ou de blé ou quelques bêtes, ce sera la fin. Parce que c'est vrai que notre agriculture est protégée, c'est vrai que les Américains donnent des subventions à leurs agricultures très fortes, et ils vont probablement être obligés de céder un peu dans ce domaine, mais je crois que ce sera tout à fait au détriment de l'Europe et aussi de la biodiversité, parce que nous serons probablement aussi inondés par les OGM. Je dis probablement parce que, encore une fois, les textes sont secrets, je ne peux pas vous le dire absolument. Et nos produits seront trop chers, le dollar est faible, l'euro est fort, ça va être encore une difficulté. Et même si les syndicats devraient être extrêmement inquiets à cause de ce traité, tout ce qu'a dit jusqu'ici la FNSEA, c'est qu'ils vont rester vigilants. Si vous avez des amis ou des connaissances à la FNSEA, essayez de leur expliquer que c'est une machine pour essayer de ruiner l'agriculture européenne et en particulier les petits producteurs. Parce que ça ne sera pas la première fois, seulement ça n'était pas jusqu'ici dirigé vers l'Europe. Je vous ai dit ce qui est arrivé aux Mexicains. Et ça serait le même type d'attaque. Nous serons affectés pour les produits pharmaceutiques. Il y aura certainement une attaque sur les produits génériques. Parce que là aussi, c'est un avantage pour les Européens d'avoir ces produits
qui ne sont pas fabriqués par telle ou telle transnationale, qui a de la propriété intellectuelle sur tel ou tel. Mais comme justement ils n'auront plus la propriété intellectuelle sur un certain nombre de molécules, ils vont attaquer, je crois, attaquer ceux qui produisent des produits pharmaceutiques génériques parce qu'ils peuvent évidemment vendre cela moins cher parce qu'il n'y a plus de protection intellectuelle sur ces produits-là. Sans doute, le gaz de schiste sera sur la liste aussi. Les compagnies qui veulent faire du fracking, qui veulent faire... Quel est le mot en français pour fracking? Fracturing, hydraulique, mais on dit fracking ici aussi, je crois. Ça sera probablement aussi sur la liste. Les véhicules, là aussi, des tarifs relativement élevés. Ce que les États-Unis vont chercher là, c'est de faire en sorte que les régulations soient les mêmes des deux côtés de l'Atlantique. Ils disent qu'il y a beaucoup de temps perdu et d'argent perdu parce qu'il faut faire des tests, il faut faire des examens, des enquêtes de sécurité qui sont des duplicata les uns des autres. Il faut finir avec ça et baisser les tarifs. Et malheureusement, l'industrie automobile européenne a déjà, pour la première fois l'année dernière, été à moins de 50% de tous les véhicules produits dans le monde. Nous sommes tombés à 47%, c'est la première fois. Si on n'est pas vigilant pour protéger cette industrie et si on accepte une baisse tarifaire mais aussi une baisse de régulation, ça va être des milliers d'emplois européens qui vont être affectés et touchés. Les Américains vont exporter, j'ai oublié dans les produits agricoles, j'ai oublié les joies du poulet au chlore. Oui, ils rincent leur poulet au chlore avant de les mettre sur le marché. Les plus industriels. Vous vous souvenez tous du bœuf aux hormones. Nous n'aurions plus les moyens de nous protéger contre les exportations de bœuf aux hormones. Alors, la protection des investisseurs. Il y a beaucoup d'autres de domaines qui peuvent être affectés. Enfin, ça peut aller jusqu'aux hôpitaux, parce que l'un des objectifs des États-Unis, c'est la privatisation. Vous savez qu'il y a très très peu de services publics aux États-Unis. La poste et encore, mais très peu. Parfois des services municipaux. Mais les services municipaux, nous pouvons essayer peut-être de prendre le contrôle des services municipaux aux États-Unis. Je ne dis pas que Veolia ne sera pas sur les rangs pour gérer les tramways là où ça existe aux États-Unis, parce que l'autre élément de ce traité, c'est qu'il y aura la possibilité de faire tout achat du gouvernement, tous les achats, government procurement, excusez-moi, je suis les marchés publics, merci beaucoup, à tous les niveaux, que ce soit municipal, régional ou national, les compagnies des deux côtés peuvent concurrencer les uns les autres pour avoir le marché et dans le bâtiment et les travaux publics aussi. Donc ça reste, peut-être qu'on n'est pas les meilleurs, je ne sais pas, peut-être que les Américains peuvent être les moins disants, je ne sais pas, mais c'est aussi un domaine où beaucoup d'emplois risquent d'être perdus. Et comme le secteur public aux États-Unis est relativement minuscule comparé au secteur public en Europe,
Et comme on veut l'intégration des économies, et on va le faire en principe, en privatisant au maximum et en faisant l'honneur au moins 10 ans et en créant une spirale vers le bas, vous comprenez, je ne suis pas très sûre de tout ce que je dis parce que, une fois de plus, on n'a pas lu les textes. Mais c'est implicite dans ces textes que c'est cela, ce sera le but et que ce sera à l'ordre du jour. Alors comment ils peuvent obtenir tout cela? Comment ils peuvent déréguler dans tous les domaines, pousser à la privatisation? Par un mécanisme qui existait aussi dans la vie, mais qui a été perfectionné et qui s'appelle un système de règlement des différends d'investisseurs à État. Je vous le dis en anglais, le Investor to State Dispute System, ISDS, parce que c'est encore une fois beaucoup plus facile à dire comme ça que le RDIE, qui est le règlement des différents investisseurs à État. Ça donne, ce système-là est déjà à l'œuvre dans de très nombreux traités bilatéraux. Et qu'est-ce que cela dit? Ça dit que tout investisseur qui considère que ses profits actuels ou futurs ont été amoindris par une mesure du gouvernement, a le droit de porter plainte contre le gouvernement, non pas devant une cour nationale, un tribunal de l'État, mais devant des tribunaux privés d'arbitrage qui seront mis en place et qui existent déjà. Il y a environ 8 ou 10 dans le monde et qui consisteront en 3 personnes, avocats tous, et un arbitre président qui sera aussi avocat. Mais ces 3 personnes vont décider si l'État a lésé l'investisseur. Et si oui, l'investisseur aura droit à une compensation qui peut atteindre jusqu'ici, d'après les litiges qui ont eu lieu déjà sous les traités bilatéraux, ça peut atteindre plus d'1 milliard de dollars. Alors, quelques exemples. Vous comprenez bien le principe. L'entreprise peut porter plainte contre l'État. L'État ne peut pas porter plainte contre l'entreprise. Ça n'est pas possible. Et ceux qui décident sont des Américains ou des Britanniques très majoritairement. On aura certainement des avocats français qui vont se spécialiser là-dedans parce que ça va faire, d'après les avocats qui parlent de ces traités, ça va faire une explosion de litiges. Donc il y aura probablement des Français, profs de droit ou autres, qui vont devenir arbitres ou avocats. Et c'est très intéressant parce que les avocats aux États-Unis demandent $1 000 de l'heure pour ce travail-là et les arbitres ont $3 000 par jour. Il n'y a pas d'appel, il y a un arbitrage qui peut durer 15 jours, 3 semaines, ça peut durer plus longtemps. Et en général, jusqu'ici, sous les traités bilatéraux, plus de 50% ont été décidés en faveur des entreprises. Alors, l'année dernière, il y avait au total 510, je crois, litiges qui étaient en cours. Mais maintenant, beaucoup de compagnies ont compris que c'était une façon formidable pour limiter les choses qui les embêtaient et pour aussi avoir une compensation en cash très intéressante, parce que plus du tiers
de ces litiges ont donné lieu à des accords qui donnaient une compensation à la compagnie de plus de 100 millions de dollars. Donc c'est intéressant si on gagne. Et comme les coûts sont partagés, de toute façon, l'État doit payer. L'État qui est attaqué doit quand même payer les coûts pour se défendre. C'est-à-dire nous devons payer. Et si telle boîte reçoit une compensation de 100 millions de dollars, c'est nous aussi qui payons. L'État n'a pas d'autre trésor que ce que les citoyens fournissent. Donc ça, c'est le système de résolution des différends. Maintenant, la Commission est en train de dire « mais non, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas se passer comme ça. » On aura, je vous donnerai quelques citations tout à l'heure, mais on va être inondés et les avocats disent eux-mêmes qu'il y aura probablement cette année, on va atteindre non pas 510 ou 511, mais 560, 570 parce que ça va fleurir. Alors, sur quelle base on peut attaquer? Le droit, et je ne suis pas du tout juriste, et le droit est relativement compliqué à interpréter parce qu'il y a des choses vagues qui, là aussi, excusez-moi, je cherche une note. Qu'est-ce qui se passe? Oui, je vous raconte à partir d'un cas sous un traité bilatéral. L'Australie est attaquée par la compagnie Philip Morris de cigarettes parce que l'Australie avait finalement, après longtemps, fait passer une loi comme quoi les cigarettes devaient être dans des paquets complètement grisâtres, brunâtres, et avec une toute petite motif, mais sans du tout la marque comme elles sont exhibées aujourd'hui. Et Philip Morris a dit, et voilà l'argument légal, cette loi australienne nous prive de la valeur de nos investissements dans les marques et les brevets, et donc de notre propriété intellectuelle, et ceci est équivalent, je cite toujours, ceci est équivalent à l'expropriation. Alors, si vous m'expropriez ma propriété intellectuelle, j'ai besoin et j'ai droit à une compensation parce que vous avez violé le principe du commerce international de ce qu'on appelle le traitement juste et équitable. Mais il n'existe, autant que j'ai pu savoir, nulle part une définition de ce qui est juste et équitable dans tous les domaines. Alors ça va dépendre de ces trois avocats avec le président, l'arbitre. Qu'est-ce qu'on va décider? Ça a commencé l'année dernière, on ne sait pas ce que ça va donner comme loi. Mais comment ils ont pu faire ça? Parce que l'Australie n'a pas de traité avec les États-Unis, bilatéral. Mais Philip Morris a dit, qu'à cela ne tienne, nous avons une subsidiaire, nous avons une filiale à Hong Kong, et c'est notre filiale à Hong Kong qui va porter plainte contre l'Australie parce que lui a une filiale en Australie. Enfin, ils savent utiliser, et ils sont conseillés pour utiliser tous les recoins et toutes les possibilités du droit et de l'interprétation du droit. Et vous et moi, nous sommes complètement désarmés là-dedans. Et la plupart des États aussi, surtout quand c'est un petit État, par exemple l'Équateur, qui vient d'avoir, de recevoir la bonne nouvelle qu'ils sont attaqués pour 4 milliards de dollars par une compagnie pétrolière qu'on a empêché d'aller
chercher du pétrole là où il avait envie de chercher, c'est toujours sous un traité bilatéral, et qu'il doit payer, la décision est prise par les arbitres, ça doit être payé, et si un pays ne veut pas payer la compensation qui est jugée juste, eh bien, l'État qui a gagné, enfin, non pas l'État, la compagnie qui a gagné, peut demander à son propre gouvernement de saisir les biens de cet État dans le monde. C'est arrivé à l'Argentine, peut-être que vous avez vu dans la presse, quand on a essayé d'arraisonner un bateau qui était ancré dans je ne sais plus quel État, parce que celui qui attaquait estimait qu'il n'avait pas été payé par l'Australie, ce qui était vrai, et que donc il pouvait faire saisir le bateau et prendre le produit de la vente du cargo et de ce bateau. C'est pour vous dire que nous sommes dans un univers où personne ne peut nous dire que mais ça n'a pas d'importance parce que l'État a son bon droit pour lui, que ce n'est pas possible de l'empêcher de réguler. Mais si, c'est possible de l'empêcher de réguler, et c'est surtout possible de faire peur à l'État pour qu'ils disent « Ah oui, mais non, on ne peut pas interdire vraiment les OGM parce que nous risquons d'être attaqués, nous ne pouvons pas, nous risquons d'avoir un très gros procès. » Et ce sera une attaque non pas contre la Commission européenne, mais contre la République tchèque ou contre le... On a des pays aussi faibles, peut-être que la France pourrait supporter, mais la Lituanie, la Lettonie, le Luxembourg, vous voyez le danger qui existe pour les États si les entreprises transnationales ont un lieu. Alors, j'ai aussi quelques questions auxquelles je ne peux pas répondre, mais dont je voudrais vous faire part. Est-ce que on peut interdire l'étiquetage? Est-ce qu'il va falloir que l'on dise ceci contient des OGM ou n'en contient pas? Est-ce qu'on peut continuer à avoir des produits bio bien distincts des produits pas bio? Je ne sais pas. Je sais que le traité dit que les investisseurs peuvent rapatrier leurs capitaux, que le transfert des capitaux entrant ou sortant est libre. Mais est-ce que ça veut dire que du jour au lendemain, une entreprise peut dire « je sors mes capitaux, je licencie mes travailleurs, mes employés », je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des provisions pour sanctions criminelles si une entreprise américaine investisseur vend, je ne sais pas, par exemple des prothèses mammaires, comme c'est arrivé avec une entreprise française qui met en danger la vie de milliers de femmes? Est-ce qu'il y a des sanctions criminelles possibles? Peut-être dans des cours françaises, mais je ne sais pas. Et peut-être s'il y a des avocats ou des experts en droit. Ici, je demande des éclairages, parce que voilà des questions que nous allons tous avoir à nous poser. Est-ce que nous allons faire le cadeau aux États-Unis? Et vous savez, je crois tous que je suis née là-bas et que j'ai passé les 20 ou 21 premières années de ma vie là-bas. Je ne souhaite pas du mal pour ce pays, mais je sais comment ça fonctionne. Et les États-Unis, vous savez, ne ratifient pas les conventions internationales. Ils n'ont pas ratifié les conventions du Bureau international du travail, ils n'ont pas ratifié la convention de l'UNESCO sur la diversité des cultures, et ils n'ont pas ratifié le traité de Vienne de 1969 qui dit que les traités ont barre, que les traités sont à un degré plus haut que la loi nationale.
Les États-Unis l'ont signé, ils l'ont jamais ratifié. Et c'est pour ça, et là je passe à la fin, parce que je ne vais pas vous garder beaucoup plus longtemps, on va passer aux questions. Mais il y a 3 semaines, la Commission a chargé un porte-parole pour essayer de réparer un peu les dégâts qui ont été faits parce que les gens commencent tout de même à savoir de quoi ils retournent. Et ce monsieur a fait un certain nombre de déclarations auxquelles j'ai essayé de répondre, et d'ailleurs je lui ai envoyé ça ce matin, on va voir s'il répond. Mais si, par exemple, est-ce que nous allons donner la possibilité aux États-Unis d'introduire cette provision? Lui explique ça en disant que les États-Unis ont besoin, je vais traduire ce qu'il dit, qui est en anglais, la raison que ce système de règlement des différends est nécessaire, c'est que le système américain ne permet pas aux compagnies d'utiliser des accords internationaux comme le TAFTA comme base légale dans leurs cours nationales, devant leurs tribunaux nationaux. Donc, l'Europe, les compagnies européennes, et en particulier les petites et moyennes entreprises, ne pourront pas prendre cet accord effectif à travers, ne pourront faire que à travers un système d'arbitration comme l'ISDS. Alors, est-ce qu'il faut dire, bon, les États-Unis, vous avez choisi de ne pas ratifier les conventions de droit international, vous n'avez pas de protection à cause des conventions du BIT pour les travailleurs, vous n'avez jamais ratifié la protection des employés. Est-ce qu'il faut accepter cela parce que vous ne permettez pas d'utiliser ces conventions devant vos tribunaux? Moi, ça me paraît assez fort de café. C'est ce que j'ai dit à ce monsieur, et je ne vais pas vous traduire tout ce que j'ai essayé de dire. Mais certains Français disent, oui, mais on a l'exception culturelle. Mais alors, il faudrait faire l'exception de santé, l'exception d'éducation, l'exception OGM, l'exception fracturation hydraulique, l'exception... Et même si on fait une très longue liste, on laissera forcément de côté les choses qui se développent dans l'avenir, comme les nanotechnologies, par exemple. On ne sait pas encore quelle sera la législation sur les nanotechnologies, sur la géo-ingénierie qui veut modifier le climat avec des interventions qui ne peuvent être qu'étatiques, parce que ça coûte tellement cher. Vous voyez, toutes les questions qui sont devant nous, et les seules personnes qui sont admises à en discuter sont les entreprises elles-mêmes avec les négociateurs. La société civile n'est pas la bienvenue, et nous n'avons pas prise sur le système. Donc, je trouve que dans le doute, dans cette incertitude, mais qui est grosse de menaces pour la vie quotidienne de tout le monde, il faut vraiment être unis et ne pas laisser perdre le but qui est, nous ne sommes pas contre la liberté d'échange dans certaines conditions, mais nous ne voulons pas signer quelque chose, un chèque en blanc, parce que nous savons que depuis 20 ans, les entreprises transnationales ne veulent que cela, qu'elles travaillent de manière de concert pour obtenir ce qu'elles veulent. Elles veulent déréguler, elles veulent se débarrasser de ce que les Américains appellent les irritants au commerce. Et
ils appellent ça des trade irritants, des choses qui me gênent. Grave, là, changer cette histoire. Et que nous n'avons pas besoin de cela pour protéger les investisseurs. Ça, c'est un mensonge. Les investisseurs ont déjà une protection. Ils ne se sont pas plaints avant d'avoir cette proposition de TTIP. Et je crois que nous avons vraiment devant nous quelque chose qui est signé par une commission extrêmement néolibérale et que nous ne pouvons pas laisser passer ça. Alors, comme j'ai dit au début, je compte sur tous ici pour qu'à ATTAC, nous puissions réunir un grand nombre de forces sociales parce que chacun, quel que soit votre centre d'intérêt, que ce soit le climat, d'ailleurs, je n'ai pas parlé de la réglementation sur l'environnement, mais cela aussi, ça pourrait être attaqué devant ces tribunaux, mais que ce soit l'environnement, que ce soit la santé, que ce soit un autre phénomène qui se passe dans notre société, tout est vulnérable. Donc voilà, merci beaucoup de votre attention. Je vais essayer de répondre.